Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue à notre cours. C'est la 5e séance, le module 5 sur les perspectives interdisciplinaires sur la macroéconomie. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est donc l'aspect interdisciplinaire qu'on vient de discuter tout au début de notre cours d'été. Mais avant que fasse ça, on va donc d'abord reprendre quelques petites rappels et puis points d'ordre qui nous aideront à mieux compléter tous les devoirs, tous les exercices qu'on fait ensemble. Et le premier rappel que j'ai pour vous, c'est déjà, ça a été déjà fait par WhatsApp hier. Si vous n'avez pas encore eu le temps de vous lancer dans notre petite enquête qui nous aidera vraiment à évaluer et à voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles tout au long du cours, notamment juste auparavant qu'on fasse donc tous ces exercices et qu'on revoie tous ces différents thèmes et sujets. Ça sera très, très aimable de votre part si vous avez le temps, soit aujourd'hui, soit demain, ou avant le cours prochain. Ça sera génial. Le lien est ici. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et ça vous mènera directement, comme vous le voyez ici dans un instant, à notre enquête et vous n'avez qu'à la remplir. Ça va pas même prendre 5 à 10 minutes et encore une fois, ce sera génial que vous puissiez le faire. Deuxièmement, nos exercices en ligne. Donc, en cliquant dessus, vous verrez donc le document entier, mais le lien que j'ai créé sur ces diapositives vous mènera directement à l'exercice et pour cette séance et la séance sur les bases de la macroéconomie qu'on a vu ensemble mardi dernier. Voici donc ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est d'écrire un petit essai de 300 à 500 mots sur les grandes questions qu'on a revues ensemble. Donc, quels sont les principes fondamentaux de la macroéconomie, quelle importance, quel rôle jouent les principaux indicateurs économiques et donc quel rôle la politique ou les politiques économiques jouent-elles. Donc, essayez de créer donc un petit essai, une petite narrative qui aborde tous ces points et appuyer donc sur soit l'image ici ou sur le lien ci-dessous, pardon, et ça vous mènera donc au deuxième tableau et comme vous l'avez déjà fait auparavant, vous mettez votre nom, vous copiez-collez le texte ici et une fois que vous verrez que vous l'avez soumis, moi, je vais le lire et je vous donnerai donc des petits commentaires tout au début d'une des prochaines séances. Ça, c'est quant aux exercices au retour donc aux diapositives ici. J'aimerais bien passer 30 secondes ou 2 minutes à ce qu'on vient de voir en début de la semaine, donc mardi ensemble. J'aimerais bien rappeler vite ce que c'est la macroéconomie. Donc, c'est comme on l'a bien défini ensemble, c'est l'économie dans tout son ensemble. Et c'est important parce qu'on vient de dire que les entreprises, par exemple, elles-mêmes, ou quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat avec une collectif agricole ou un magasin de vêtements, doit donc aborder tous ces points forts et faibles de l'économie tout court au plan individuel ou national. Mais la macroéconomie, c'est
au plan national et global. Et vous vous souvenez des grands indicateurs de la macroéconomie, donc du produit intérieur brut, ou tout court le PIB, qui mesure la production totale économiquement d'un pays. Ensuite, le taux de chômage, donc le pourcentage de la population active qui est sans emploi, l'inflation, donc le taux de croissance des prix, ce qui concerne donc les biens et services, et puis la balance des paiements, ce qui est donc lié à l'offre et la demande. Et un pays, normalement, devrait plus exporter que le pays importe. Et si ce n'est pas le cas, on a une balance négative et des grandes puissances économiques comme par exemple les États-Unis ont pendant longtemps eu une balance négative à cause donc des exportations ou de la délocalisation donc des grandes productions. Prenez par exemple les smartphones comme l'iPhone ou l'iPhone qui est complètement, le design est fait en Californie dans le QG de Apple, mais toute la production est donc délocalisée parce qu'elle est beaucoup moins chère en Asie, notamment en Chine. Et donc, mais vous savez que beaucoup d'Américains ont cet iPhone et donc du coup, on doit l'importer. Et donc du coup, ici, on a un déséquilibre entre l'exportation. L'exportation se fait pas à travers les connaissances, donc le design et donc le plan, si vous voulez, du produit est conceptualisé aux États-Unis, mais donc la production est délocalisée à l'extérieur. Et en fin de compte, les deux grands effets ou l'impact de tous ces indicateurs, donc les cycles économiques, lorsqu'on peut avoir croissance, on peut avoir un creux, on peut avoir un pic, donc tout se forme de manière cyclique. L'économie est en plein essor ou elle est en retrait et l'État et les gouvernements ont donc une politique économique qui peut être soit monétaire, soit budgétaire. Donc ça, c'est les grandes lignes. Je pense que c'est important pour ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble en ce qui concerne donc les perspectives interdisciplinaires. Et on fera ça à travers donc un peu de théorie, mais également à travers des concepts et des cas pratiques, parce que c'est les cas pratiques qui nous aideront à mieux comprendre de ce qu'on parle. Donc, tout d'abord, quel objectif pour aujourd'hui, pour ce cours asynchrone, comme on n'est pas ensemble, mais vous aurez le temps de le regarder avant peut-être notre prochaine séance mardi prochain, cette semaine, et vous pourrez poser donc des questions, mais même tout au long de notre cours d'été, vous aurez l'occasion de me poser des questions à l'écrit ou à l'oral. Ici, encore une fois, ce qui est important de retenir ici pour nous, c'est l'intersection des principes macroéconomiques avec d'autres disciplines académiques ou scientifiques. Et on verra à travers quelques cas, notamment la sociologie, la science politique et l'écologie, mais on pourrait aussi prendre des études du genre, on pourra prendre les sciences naturelles et autres. Donc, toutes ces choses ont un impact sur l'économie. Si on prend par exemple les sciences de la météorologie, c'est-à-dire la météo, le climat joue un rôle énorme sur le plan économique. Si il y a une vague de chaleur, s'il n'y a pas de pluie, bien évidemment, ça a un impact sur donc tout ce que l'agriculture est en train de se semer, de vouloir cultiver. Et ça peut avoir un impact sur, bien évidemment, la récolte. Et ça, en plus, ensuite, peut avoir des conséquences
pour la société en général, les clients, par exemple, si on n'a pas les matières brutes ou premières comme les graines ou le blé, et ce qui cause après toute une chaîne, une réaction en chaîne pour d'autres secteurs économiques. Et donc, on verra très bien que toutes ces études de cas, à travers plusieurs disciplines, nous aideront mieux comprendre les effets et la dynamique à l'intérieur donc des cycles économiques et de la macroéconomie en général. Et donc, c'est donc très, très important d'évaluer différentes perspectives théoriques ici. Et comme on vient de le dire, la macroéconomie, c'est donc l'économie dans son ensemble. Et pourquoi pouvoir faire une analyse interdisciplinaire? Pourquoi est-ce que c'est important? Ben, comme je viens de le dire, les systèmes économiques sont très complexes et donc l'influence d'une élection gagnée ou perdue peut créer une confiance aussi bien que méfiance dans le gouvernement ou dans un allié, dans un partenaire économique, et qui va faire de sorte que peut-être il y a un retrait des investisseurs. Si un investisseur a tendance à croire que le nouveau gouvernement élu va nationaliser tout un secteur de l'économie, et moi je suis entrepreneur, je travaille dans le privé, et j'ai peur, je suis inquiet à ce que le gouvernement en place qui vient d'être élu va saisir donc toute ma production, donc toutes mes usines, tout mon capital physique que j'ai sur place. Ben, il se peut que je me retrais. Donc, il se peut que je vais décider de ne pas continuer à investir dans ce pays parce que tous mes propres investissements vont être collectivisés au plan national. Ça, c'est un exemple. Et donc, du coup, encore une fois ici, les facteurs politiques, les facteurs sociaux, écologiques, mais aussi psychologiques, comme on vient de le dire. C'est aussi la perception des choses, c'est-à-dire si quelqu'un a vraiment l'impression, ça ne peut pas être forcément la vérité, et peut-être les résultats, donc les conséquences seront autres. Mais si on a l'impression qu'il y a une mauvaise tendance, il y a tendance donc à une perte de profit, notamment dans le secteur privé, il se peut que des investisseurs et des acteurs économiques, par exemple des grandes multinationales ou transnationales, donc ces firmes et ces entreprises peuvent avoir donc une très très grande influence sur la croissance économique du pays ou même d'une région entière. Et donc, il faut ici se pencher sur quelques points forts des différentes disciplines. Et comme je vous ai dit ici, ça, c'est que 3 cas d'études. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Donc, je me contente d'aborder chaque exemple, chaque de ces disciplines avec une petite définition, une petite mise dans le contexte pour vous, et ensuite de présenter un petit cas dans chaque discipline. Mais sachez, comme je vous ai dit, que ce n'est pas les seules disciplines qui ont un impact ou qui ont des conséquences au plan économique pour un pays, pour une société. Et par exemple, comme noté ici sur le diapositive, on pourrait adresser aussi des questions du genre, aussi bien que du développement durable ou les sciences naturelles. Donc, ça, juste pour vous dire
qu'aujourd'hui, dans cette séance, on se penchera seulement sur la sociologie, les sciences politiques et l'écologie. Commençons donc d'abord avec la sociologie. Et comme vous le savez, la sociologie, c'est une science qui est souvent préoccupée ou qui se contente à aborder des phénomènes en société qui affectent non seulement un individu, mais des groupes sociaux en société et qui est notamment en train d'étudier quel effet et quelles conséquences certains facteurs externes et internes, c'est-à-dire il peut avoir un facteur externe d'un pays qui a quand même un impact au sein de la société nationale, mais il y a aussi des facteurs internes, c'est-à-dire au plan ou au niveau national ou local, qui font de sorte que un groupe social ou la société en entier peut avoir un impact sur, par exemple, l'inscription à l'école, peut avoir un impact sur le taux de chômage. Et donc, ici, des cas classiques qui sont étroitement liés à la sociologie, c'est par exemple les politiques de redistribution. Qu'est-ce qu'on entend par cela? Vous vous rappelez sans doute qu'on venait de parler des politiques économiques d'un État. Les politiques économiques sont d'un point donc budgétaire aussi bien que monétaire. Monétaire, c'est-à-dire on essaye de contrôler l'inflation en mettant plus ou moins d'argent sur le marché et cela est fait à travers les taux d'intérêt. Donc, si les gens empruntent plus d'argent, c'est-à-dire la banque imprimera plus d'argent pour satisfaire la demande des gens. Et cela est souvent le cas lorsqu'on a un taux d'intérêt faible, mais si le taux d'intérêt, donc si vous empruntez et si vous allez devoir rembourser ce prêt, et il est à un taux très élevé, à 10, 20 ou 30%, vous allez réfléchir pas une seule fois, peut-être 2 fois ou 3 fois, si vous avez véritablement besoin de ce prêt. Et donc, l'autre aspect, c'était donc la politique budgétaire. Et la politique budgétaire, c'était lié donc aux recettes. Donc, l'État lève des impôts et donc vous payez vos impôts à travers il y a plusieurs manières qu'on puisse le faire, c'est-à-dire si vous recevez un salaire, le salaire peut être imposé, c'est-à-dire un certain pourcentage avant que vous recevrez votre chèque ou votre rémunération est retiré par l'État et ça va dans les coffres de l'État national, dans la trésorerie. Et donc, c'est les recettes, donc c'est tout ce que l'État gagne à travers sa société, sa population. Et grâce donc à ce surplus que l'État reçoit, l'État a un budget pour redistribuer l'argent au sein de la société. Et donc, vous voyez ici que j'ai mentionné 2 points forts, c'est donc les programmes de protection sociale ainsi que, par exemple, des mesures pour réduire l'impact de la pauvreté au sein de l'État. Et j'aimerais bien ici prendre l'étude de cas à travers le Code du travail en Guinée. Et pour aborder une analyse sociologique, j'aimerais bien regarder les lois de travail de la Guinée qui véritablement offrent une certaine protection contre
les traitements injustes au sein de la population et notamment les employés et les travailleurs. C'est vrai que ces lois ne sont pas aussi complètes que dans d'autres pays, mais elles incluent quand même certains aspects, c'est-à-dire les horaires de travail, le repos, les congés, l'environnement d'un travail sûr et sain, et puis aussi quelles formes sont donc protégées. Et un élément clé ou de base, c'est le contrat de travail, c'est-à-dire le droit au travail et ou les questions de licenciement. Passons vite fait aux horaires ou aux heures de travail. La semaine de travail standard ou normale est de 40 heures avec une journée de travail de 8 heures. Cependant, les travailleurs industriels peuvent quand même travailler jusqu'à 48 heures par semaine et malgré tout, les horaires sup sont limités à 10 heures par jour et 48 heures par semaine ou 100 heures avec une autorisation spéciale de l'inspecteur du travail. Et des employeurs, par contre, doivent payer des primes pour ces heures supplémentaires à un taux spécifique à l'entreprise qui sont générales à 130 ou 160% du taux horaire. Et deuxièmement, on a les périodes de repos. Les employés ont droit à au moins 24 heures consécutives de repos chaque semaine. Et c'est généralement le dimanche. Mais il existe quand même des exceptions pour certains secteurs. Et s'il y a des travailleurs qui ne travaillent pas en continu, ils ont également droit à une pause de 30 minutes et personne ne peut travailler plus que 5 heures d'affilée sans pause. Donc ça aussi, vous voyez, sur le niveau micro, il y a aussi des pauses obligatoires. Et puis les congés payés, tout employé a donc droit à un congé payé et à une prime pour les jours fériés, tels que le jour de l'an, et puis le lundi de Pâques, la fête de travail, la journée de l'Afrique et la Al-Khadr. Et donc, vous voyez, ici, en ce qui concerne l'environnement de travail sûr, ici, les employeurs doivent fournir un environnement qui est sûr et stable. La formation nécessaire doit donc permettre aux employés de refuser s'il y a un travail dangereux et s'il n'y a pas de protection. Le ministère du Travail et les institutions de sécurité sociale appliquent ces réglementations en matière de santé et de sécurité. Et ça, vous voyez, souvent, on a les lois et après, il y a la sanction, les mesures de sanction. Et si l'institution, le ministère et toute autre institution qui s'en occupe est en charge et a les moyens pour employer un travail ou une supervision très rigoureuse, les sanctions peuvent être très efficaces. Si on n'a pas la main-d'œuvre afin de surveiller, afin d'exercer donc ce droit de protection et cette surveillance, ces sanctions deviennent un peu vides. Et en ce qui concerne donc les caractéristiques protégées, faut rappeler que la Constitution guinéenne et le Code de travail interdisent absolument la discrimination fondée sur le sexe et d'autres lois traitent également de la discrimination ethnique. Cependant, la discrimination à l'encontre des personnels LGBTQ reste un problème important. Vous voyez, on a fait déjà des avances importantes dans certains domaines clés et d'autres où on doit encore travailler
pour achever plus de protection. Enfin, le contrat de travail, les contrats de durée indéterminée, également appelés contrats à durée indéterminée, CDI, offrent une plus grande sécurité d'emploi aux employés et n'ont pas de date de résiliation prédéfinie. Et vous pouvez bien évidemment voir, même dans des pays développés comme les États-Unis ou la France, on a toujours ou souvent tendance à ne pas offrir les CDI, plutôt les CDD avec clause de renouvellement tous les ans ou 3 ans selon le contrat. Et donc, encore une fois, ici, la question devient donc sur le point social, quelles sont les mesures afin de protéger ces droits si on a une mise en œuvre efficace, toutes ces lois, toutes ces normes aident vachement les travailleurs, les employés à vraiment maintenir et préserver leurs droits. Si on a une mise en place moyenne, donc l'efficacité de ce contrôle et des sanctions est mise en question. Passons donc au deuxième exemple, c'est-à-dire la discipline que nous avons déjà abordée en début de semaine avec les politiques monétaires, c'est-à-dire le rôle de l'État, des institutions étatiques en ce qui concerne l'économie et donc les cycles économiques. Et ce que j'aimerais faire aujourd'hui pour souligner donc l'aspect interdisciplinaire, c'est de moins pencher donc sur les détails d'une politique fiscale ou monétaire, mais plutôt de prendre ces politiques économiques et à travers une analyse science politique, essayer de mieux comprendre l'effet, par exemple, des élections à travers différents exemples. Donc, vous pouvez bien vous imaginer que s'il y a une campagne électorale et les candidats offrent aux électeurs une politique fiscale qui est très prometteuse et qui, par exemple, prévoit une baisse des impôts ou encore des recettes qui sont redistribuées aux électeurs, peut-être aussi à un segment ou à une partie des électeurs qui sont très importants pour gagner des élections, si c'est une couche sociale, si c'est une ethnie différente ou une région entière d'un pays, on peut bien comprendre que la promesse d'un homme politique ou une femme politique qui veut accéder au pouvoir, soit au présidentiel, soit d'obtenir un siège au sein des législatives, c'est-à-dire au sein du Parlement ou le Sénat. Donc, ici, le discours l'importe. Et j'aimerais donc bien prendre cet exemple, donc comment une promesse d'une politique fiscale qui est à l'égard donc de l'électeur peut augmenter donc le pouvoir d'achat des électeurs. Et par exemple, si on baisse les impôts, c'est-à-dire si je gagne 100 $ l'heure et mais mon taux d'imposition est à 40%, effectivement, je ne gagne que 60 $ l'heure parce que les autres 40 $ vont à l'État. Et si l'État baisse donc le taux d'imposition que j'ai et d'un seul coup,
je ne dois que 30 € ou 30 dollars à l'État de mes 100 dollars que je gagne à l'heure. C'est juste un exemple pour avoir des chiffres assez simples. Vous voyez très bien qu'au lieu de 60 dollars qui me restent net après 7 heures de travail, je recevrai 70 dollars s'il y a une baisse d'impôt. Et donc ça, bien évidemment, c'est 10 dollars que je peux dépenser ailleurs, ce qui va améliorer bien évidemment ma vie, le niveau de ma vie. Et donc, souvent, les hommes et femmes politiques veulent, pendant leur campagne électorale, créer donc un sentiment, ils veulent que l'électorat ait l'impression que si cet homme ou cette femme va accéder au pouvoir, la vie au quotidien, le niveau de la vie, grâce aux politiques menées par donc ce parti ou cette personne mèneront à une amélioration de la situation. Et donc, souvent, ce qui est problématique ici, c'est forcément le contexte. C'est une chose de mener une campagne et de bien vouloir baisser les impôts, mais si on baisse les impôts, on a forcément aussi moins de recettes. Si on a moins de recettes et on a beaucoup, par exemple, de projets infrastructurels, c'est-à-dire si on a des réformes au sein de l'éducation, par exemple, ou si on a des réformes prévues pour améliorer les autoroutes ou l'électricité, ben, si on a moins de recettes, on a aussi moins d'argent à dépenser pour ces projets de réforme. Et donc, si ce problème persiste, on voit très vite et très bien que ça peut bien aller pendant 1 an, peut-être pendant 5 ans. Mais si on continue ce type de politique, au bout de 10 ans et de 15 ans, l'infrastructure qu'on a installée auparavant, elle doit être renouvelée. Et si, au fur et à mesure, il n'y a pas de réforme au long de certaines années et de cycles électoraux, on voit très vite le problème que l'infrastructure vieillisse et ça a un impact énorme, bien évidemment, si vous avez des autoroutes qui ont des trous partout et qui s'écroulent, ben, ça veut aussi dire que si on a des transports, des voies de transport pour avoir des marchandises et des produits qui sont donc distribués à travers le pays entier. Tout ce système est affecté et le problème, bien évidemment, c'est donc structurel et ça donc concerne tout l'ensemble de l'économie et c'est très, très difficile ici de remonter la pente. Et on peut prendre un exemple très critique et très contemporain, c'est-à-dire il y a des analystes qui disent que la guerre que Poutine mène en Ukraine en ce moment, c'est en partie dû au fait que pendant des années, presque 20 ans, 15 à 20 ans, il n'y a pas eu de réforme infrastructurelle, c'est-à-dire il n'y a pas eu de grands projets de renouvellement de l'infrastructure et c'est à un point où maintenant la société, l'électorat se demande et ça devient visible et afin de camoufler, de cacher ces grandes négligences par le gouvernement, le fait de mener une guerre et de distraire et de focaliser l'attention à un ennemi extérieur,
aide donc à distraire l'électorat à des problèmes qui étaient liés à un mismanagement, si vous voulez, ou une mauvaise gestion des fonds, des recettes, qui auraient dû vraiment être mises en place au bout d'un cycle, un deuxième cycle, et non et ne pas être négligées au long des décennies. Donc, ici, encore une fois, l'idée pourquoi ces hommes politiques le font quand même, c'est parce que c'est souvent vu comme très attractif à travers l'électorat, l'ensemble de l'électorat, qu'une baisse d'impôts augmente le pouvoir d'achat. Et comme je vous ai dit, c'est pas forcément la meilleure mesure si après cet recyclage se fait à travers une répétition sans pouvoir remplacer les recettes nécessaires pour, pour faire avancer et pour véritablement sécuriser et assurer un niveau général de la société qui augmente donc le filet social et donc de attraper ou de baisser les inégalités et faire de sorte à ce qu'il y ait une plus large couverture sociale. Donc, encore une fois, au point de vue budgétaire, cela est très, très problématique et pas durable dans le long terme. Passons enfin à l'exemple de l'écologie, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, là encore, c'est aussi une discipline très, très importante, notamment à l'heure actuelle. Comme on est tous conscients, l'échauffement climatique est un fait et la crise climatique nous tous touche. Et donc, du coup, même avant cette prise de conscience à travers les peuples, à travers nos sociétés, la croissance économique a souvent été discutée et abordée à travers les économistes et chercheurs en général, et aussi hommes et femmes politiques, donc dans le public, ce lien entre croissance économique et durabilité a été fait. Et comme je vous ai dit et parlé auparavant, nous avons abordé la macroéconomie à travers une idée qu'il y a toujours croissance économique et il faut toujours viser à ce qu'on ait une croissance de préférence à 2 chiffres, c'est-à-dire au-delà des 10%, mais malheureusement, cela est intenable et c'est pour ça, ici, j'aimerais bien un peu revenir au principe ou à l'idée de la décroissance économique en tant que modèle. Donc, d'avoir une idée donc, des grandes questions écologiques, c'est-à-dire comment créer un système économique qui n'est pas directement lié à l'exploitation environnementale et donc à la dégradation et à la pollution donc, des sites, des espaces locaux, mais aussi nationaux. Il y a forcément des pays qui sont des plus grandes victimes donc, de cette exploitation, de ce système qui se dit écologique et très proche ou sain envers l'environnement. Parlons par exemple des voitures hybrides ou encore électroniques, c'est-à-dire une voiture électrique par rapport à une voiture qui est alimentée avec du carburant, donc du pétrole,
c'est-à-dire on a cette image que la voiture électrique est la voiture la plus clean, c'est-à-dire elle est propre, elle fait moins, elle pollue moins, et donc on n'a pas ces émissions CO2 qui sont problématiques parce que ils mènent ou ils contribuent à l'échauffement climatique de notre planète. Mais il faut aussi souligner que une batterie ou les batteries qui sont la ressource alimentaire donc d'énergie, d'électricité pour ces voitures électriques sont un point très, très discuté en ce qui concerne l'environnement. Et souvent, encore une fois, c'est dans des pays moins développés ou dans des pays qui n'ont pas les mêmes voies que les grandes puissances économiques où ces productions des batteries pour les voitures électriques se font et ça a un impact énorme et gravissime pour l'environnement. Et donc, encore une fois ici, de mettre en perspective cet aspect écologique, c'est-à-dire on veut une énergie, on veut une économie plus propre, on veut donc travailler main en main avec l'environnement, avec la nature, mais on voit très bien que les métaux précieux qu'il faut aujourd'hui pour beaucoup de nos technologies, soit-elles pour donc ces voitures électroniques, mais aussi pour tous nos portables, pour tous nos besoins informatiques. Mais tous ces métaux précieux sont donc exploités à travers le secteur minier. Donc, les mines font partie d'un très, très grand secteur, notamment aussi chez vous en Guinée, et avec une présence des entreprises multinationales, mais notamment chinoises. Et malgré le fait que la Guinée a une législation, a des lois très, très détaillées sur l'exploitation minière, il y a aussi des protections et des garanties pour les populations, pour les communautés locales, les communes, les municipalités qui se trouvent en directe proximité de ces sites d'exploitation. La négligence existe néanmoins et les effets pervers, les effets négatifs pour la santé, pour l'environnement sont aussi un fait. Et donc, force est de constater que souvent, les populations locales n'ont pas toujours les connaissances profondes comment donc saisir les institutions, soit un tribunal, soit une instance qui peut donc sanctionner toute violation dans ce secteur. Et donc, c'est pour ça, c'est important, si on veut au moins de travailler ces questions-là, de comprendre le lien entre l'écologie, l'environnement et l'économie, mais aussi quelles sont les conséquences pour donc le consommateur, donc la population, mais aussi le producteur, donc toute la production, l'employeur et les grandes entreprises privées qui font partie donc de ces cycles de production et d'exploitation. Donc ça, c'était 3 exemples clés qui, après mon avis, vous permettent de mieux comprendre que regarder, d'analyser, d'étudier l'économie et surtout les questions de macroéconomique à travers des perspectives multiples, non seulement de la science politique, sociologie et de l'écologie, mais bien évidemment aussi à travers les études du genre ou à travers donc des sciences naturelles ou sciences dures, vous aidera mieux comprendre pourquoi telle ou telle politique menée à travers le gouvernement ou
à travers donc les grandes entreprises ou les ONG qui aiment souvent se mettre à la garde pour défendre les droits et donc les vies des consommateurs, des populations locales. Et en conclusion, il me reste de dire que ces interdépendances entre ces disciplines sont très, très importantes parce qu'elles nous permettent de nous donner une meilleure compréhension. Elle est plus intégrale, elle est plus holistique. On comprend mieux la complexité donc des phénomènes sur place et pour une meilleure économie qui intègre donc tous ces aspects, qu'ils soient environnementaux, sociaux, qu'ils soient de l'ordre du genre, donc la parité homme-femme, tout cela est très, très important. Et si on insiste sur une approche interdisciplinaire et on formule donc ces aspects au sein d'une vision globale, les politiques économiques, soient-elles fiscales, donc budgétaires ou monétaires, peuvent donc mener à une vue d'ensemble qui est beaucoup plus intégrale et qui va bénéficier à la population en général et notamment à ceux qui n'ont pas forcément les voix ou la force de se faire entendre. Et donc, moi, comme je vous ai dit auparavant, quant aux exercices et aux devoirs à faire, réfléchissez aussi dans ce contexte comment les différentes disciplines peuvent-elles encore enrichir la macroéconomie après ce cours. C'est forcément une des plus grandes questions à vous poser, à réfléchir dessus. Et quels d'autres exemples qui sont aussi pertinents peuvent être explorés parce que, comme vous savez, une petite demi-heure ou 40 minutes ne font pas le tour du monde, mais au moins on arrive à mieux comprendre les enjeux, les problèmes. Et je termine ici avec quelques références et des ressources supplémentaires, surtout un lien qui mène au Code du travail de Guinée et puis à l'Organisation internationale du travail en Guinée pour avoir quelques chiffres clés. Et avec ceci, je suis ravi de vous revoir donc en début de semaine, mardi prochain, et je vous enverrai donc le lien sur YouTube pour cette séance et je garderai contact avec vous à travers notre groupe WhatsApp. Je vous souhaite encore un agréable week-end et à très bientôt. Au revoir et bonne fin de journée.